Bonjour professeur Harweiler. Bonjour. Je vous remercie de nous recevoir, de prendre le temps de nous recevoir. Je vous remercie aussi de la visite que nous avons pu faire du laboratoire de diagnostic. Et donc je vais justement vous poser des questions concernant le diagnostic, puisque votre laboratoire est le laboratoire français le plus performant en matière de diagnostic de l'albinisme, par ses compétences techniques, mais peut-être aussi par le nombre de patients qui ont été analysés. Donc pouvez-vous nous faire un petit bilan du nombre de personnes qui ont été analysées et grossièrement des résultats que vous avez obtenus? Oui, alors notre activité de diagnostic, elle s'est développée depuis pratiquement 15 ans maintenant. Et au fur et à mesure, on a analysé de plus en plus de gènes, jusqu'à aujourd'hui analyser tous les gènes qui sont connus. Donc il y a 18 gènes qui sont connus actuellement, qu'on analyse totalement au laboratoire avec différentes techniques, notamment les techniques les plus récentes de séquençage nouvelle génération. On a à peu près analysé 600, un peu plus de 600 patients qui sont complètement analysés. On en a 800 en banque, donc il y en a un certain nombre qui sont en cours d'analyse encore. Mais on a 600 et quelques qui sont complètement analysés. Ça nous a amené à établir un diagnostic chez 75 à 80% des patients. Donc, ce qui implique évidemment que un certain nombre de patients restent encore sans diagnostic. Alors pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir après. Donc ce diagnostic, une fois qu'il est établi, en fait c'est important parce que d'une part, ça répond quand même à la question importante des patients et qui est un droit pour les patients de savoir quelle est la pathologie dont ils sont atteints. Et puis donc ça permet aussi de savoir de quel type d'albinisme les patients sont atteints. Et ce qui est important, c'est qu'on a des formes d'albinisme simples et des formes d'albinisme syndromique. Et il est particulièrement important de faire la part des choses, et ça c'est une des premières raisons pour lesquelles il est important de faire ce diagnostic, c'est d'arriver à savoir si les patients ont un albinisme simple ou syndromique. Et dans ce dernier cas, il y a un suivi particulier qui doit être fait des patients, notamment par exemple dans le cadre du syndrome d'Hermansky-Pudlak, où il y a un suivi à faire au niveau hématologique, au niveau pulmonaire, au niveau gastro-entérologique également. Et donc vous avez été amené, grâce à ces nouvelles techniques, à faire plus de diagnostics concernant les formes syndromiques? Alors absolument, dans les 2 dernières années où on a mis en place cette nouvelle technique de séquençage nouvelle génération, cette technique nous a permis d'analyser aujourd'hui réellement l'ensemble des 18 gènes. Alors que jusqu'il y a 2 ans ou comme ça, seuls 6 gènes principaux étaient analysés. Et effectivement, dans les 2 dernières années, on a eu plusieurs cas de syndrome d'Hermansky-Pudlak qui ont pu être détectés. Et donc ça, c'est particulièrement important. Et justement, face à ces différentes formes d'albinisme, pour lesquelles finalement, a priori, on n'a absolument aucune idée parmi les 18 gènes lequel va être impliqué, de savoir maintenant qu'un certain nombre de ces formes, qui n'étaient pas forcément étiquetées comme des formes d'Hermansky-Pudlak, sont de fait des Hermansky-Pudlak, puisque des mutations ont été trouvées. C'est très important en termes de meilleure connaissance de ces pathologies et de leur classification et de la corrélation entre génotype et phénotype, donc en mettant en rapport les mutations trouvées dans différents gènes et l'expression clinique de la maladie. Mais ça, c'est aussi quelque chose finalement que l'on peut établir en utilisant les données qui viennent maintenant de la consultation spécialisée en albinisme. C'est aussi un des objectifs de pouvoir aussi faire ces corrélations phénotype-génotype. Alors c'est un objectif extrêmement important, puisque dans l'hôpital de jour où les patients voient dans la même journée à la fois le généticien, le dermatologue et l'ophtalmologiste, et donc systématiquement sont faits les tests génétiques aussi, on a une description clinico-biologique complète du patient, avec un suivi également du patient au cours des années, donc de manière longitudinale, ce qui permet de mieux établir encore cette corrélation génotype-phénotype. Alors là, on vient de parler de diagnostic, on est donc finalement dans le cadre du suivi médical, on n'est pas dans le cadre de la recherche. Or, vous nous avez dit 20% à peu près ne sont pas diagnostiqués, donc votre laboratoire, quelle est son action pour ces 20%? Voilà. Tout l'objectif, en fait, de notre projet de recherche au sein du laboratoire est d'essayer de résoudre ces 20 à 25% qui restent sans diagnostic aujourd'hui. On a essentiellement 2
voies de recherche. La première, c'est que parmi ces 18 gènes, en fait, au sein de ces 18 gènes, ce qu'on analyse couramment en diagnostic, c'est ce qu'on appelle les exons. En gros, c'est les parties codantes du gène, des gènes. Restent toutes les parties introniques et les parties régulatrices des gènes, qui ne sont classiquement pas analysées parce que extrêmement représentent énormément de séquences, en taille de séquences à séquencer et à analyser. Et une partie de notre projet de recherche a visé et vise à séquencer l'intégralité des gènes, et pour ça on s'est intéressé aux 4 gènes principaux, OC1, 2, 3 et 4, qu'on a séquencé intégralement chez 16 patients. Et aujourd'hui, donc, on veut chercher des mutations dans les régions introniques et dans les régions régulatrices. Donc ça, c'est une première chose. Peut-être que des mutations se cachent dans ces régions qu'on n'analysait pas jusque-là. L'autre chose, évidemment, c'est que on connaît 18 gènes. En fait, un 19e vient juste d'être séquencé. Il y en a certainement d'autres qui restent à identifier. Et notre effort, donc, vise à rechercher des nouveaux gènes d'albinisme. Alors, soit avec, là encore, 2 parties différentes. Premièrement, l'analyse de l'exome complet d'un certain nombre de patients, ce qu'on a déjà entamé dans les dernières années et qu'on veut continuer à réaliser en reprenant les séquençages qui ont été effectués et refaisant une analyse pour chercher des nouveaux variants, en essayant de trouver de nouveaux gènes au sein de ces exomes. Et puis l'autre chose, c'est se cibler sur un certain nombre de gènes candidats, environ 90 gènes qui nous paraissent, d'après les données de la littérature, d'études qui ont pu être faites, des bons candidats, et de se focaliser sur ces 90 gènes, qu'on va à la fois rechercher dans les exomes, enfin rechercher les mutations dans les exomes des patients déjà analysés, mais également totalement séquencer chez les patients qui restent en diagnostic, à peu près une 50aine de patients qu'on a actuellement disponibles pour faire ces analyses au laboratoire. Ça représente un travail très important, ça doit être effectivement financièrement coûteux. L'aide de Genespoir, dans tout ce coût, qu'est-ce qu'il peut représenter et en quoi on peut vous être utile finalement? Alors Genespoir nous aide depuis 2007, annuellement, de manière extrêmement importante, parce que c'est les dotations attribuées par Genespoir nous ont permis jusque-là essentiellement, je dirais, d'assurer la partie recherche, outre quelques autres financements qu'on avait pu avoir et qu'on avait pu diriger sur cette thématique, mais le financement de Genespoir a été extrêmement important, d'une part pour maintenir un niveau d'activité de recherche, et d'autre part pour vraiment financer un certain nombre d'actions que nous avons menées. Et a priori, le type d'action que nous menons actuellement sur l'analyse de 90 gènes candidats, par exemple, doit pouvoir être couvert par les subventions de Genespoir. Donc c'est extrêmement important pour nous, cette contribution financière de Genespoir. Alors vous avez rappelé que le début de notre collaboration, c'est 2007. Avant 2007, peut-être que vous faisiez déjà de l'analyse sur certains gènes. Et s'il n'y avait pas eu Genespoir, qu'est-ce que vous auriez pu faire? S'il n'y avait pas eu Genespoir, je pense, bon, on a essayé de trouver d'autres sources de financement, certainement, mais ça a été, comme je le disais, ça a entretenu un élan, très certainement. Jusque 2007, on a analysé quelques gènes, et c'était une activité essentiellement diagnostique. Le côté recherche était beaucoup moins développé, on avait aussi beaucoup moins de patients. Une autre action très importante de Genespoir a été l'information faite aux membres de l'association, qui a, je pense, extrêmement incité les membres de l'association, les patients, à réaliser un diagnostic. Et je pense que si aujourd'hui on a 800 patients en banque, c'est certainement en raison et grâce à l'action d'information de Genespoir auprès de ses membres. Et ça, c'est extrêmement important, parce que plus on a de patients qu'on peut analyser, plus on fournit de diagnostic aux patients, ce qui est déjà extrêmement important, mais plus également on a des patients finalement qui vont alimenter notre recherche, et c'est grâce à ces patients qui restent sans diagnostic que finalement, et plus on en a de ces patients qui restent sans diagnostic, plus on va pouvoir avoir de chances de valider de nouveaux gènes qui vont être mis en évidence. Et je reviens sur la partie corrélation génotype-phénotype également. Plus on a de patients qui sont analysés,
plus on va pouvoir être fin dans les corrélations entre type de mutation dans tel ou tel gène et expression phénotypique. Et ça, ce n'est possible que grâce à l'analyse d'un grand nombre de patients. Est-ce qu'on pourrait envisager un projet de recherche plus ambitieux encore que la recherche de nouveaux gènes, par exemple une collaboration avec d'autres laboratoires? Je sais que vous aviez eu une tentative de collaboration avec Alexandra Repsam, qui travaille elle aussi sur l'albinisme, mais dans un domaine différent. Où en est-on sur ce sujet? On est toujours en collaboration avec, en tentative de collaboration, je dirais, avec Alexandra Repsam. Tentative parce qu'en fait on essaye de faire financer un projet par l'Agence nationale de la recherche, qui est un appel d'offres annuel mais extrêmement compétitif. Donc, malheureusement, l'année dernière, nous avons passé la première marche et la deuxième marche ne s'est pas transformée, on va dire. Donc on redépose le projet cette année et effectivement, pour nous, ce serait extrêmement important. Nous, on essaye avec Alexandra et d'ailleurs avec le professeur Tayeb sur le versant dermatologique, d'avoir une action à la fois génétique, ce qui nous concerne, dermatologique avec le professeur Tayeb et les modèles cellulaires qui peuvent être mis en place chez lui, et l'action d'Alexandra Repsam qui est plus, elle, sur le côté ophtalmologique, qui fait des recherches sur, finalement, essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui aboutissent à des défauts oculaires et des défauts de vision chez les patients albinos. Et donc là, on aurait vraiment un projet extrêmement complet avec des approches complémentaires d'une part et qui pourrait également amener des idées sur des nouveaux gènes candidats, par exemple, qui pourraient être testés, des gènes qui pourraient être des gènes candidats que nous on identifierait qui pourraient être testés à la fois sur les modèles cellulaires dermato, mais également par Alexandra dans ces cascades, je dirais, développementales, neurodéveloppementales. Et donc, bien sûr, ça, c'est le type de projet que nous essayons de mener. Donc, ça permettrait d'avoir à la fois une recherche sur les gènes, mais aussi sur le rôle des gènes. La recherche des gènes est une recherche extrêmement importante. Ensuite vient évidemment la partie physiopathologique de la maladie, et qui justement ne peut être résolue que grâce à des tests fonctionnels, soit sur des modèles cellulaires, soit des modèles animaux, comme on désire le faire également via le poisson zèbre, par exemple, dans le laboratoire ici, soit avec les modèles d'Alexandra. Nous sommes à la veille des 3e journées européennes de l'albinisme. Donc 2 éditions ont déjà eu lieu. Elles ont réuni des chercheurs de toute l'Europe, voire du reste du monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan et nous dire aussi ce que vous attendez de cette nouvelle édition? Alors je crois que le bilan est extrêmement positif sur ces journées de l'albinisme, en tout cas les 2 inaugurales, je dirais, qu'on a eues à Paris et à Valence. Et la 3e s'annonce extrêmement intéressante, le programme est quasiment établi. Ces journées sont très importantes parce qu'elles permettent, d'une part, à la communauté européenne, vous l'avez dit, plus largement internationale, de chercheurs et de cliniciens sur l'albinisme, de se retrouver, d'échanger, d'aller plus loin dans la définition de ce qu'est l'albinisme, de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, mieux comprendre le rôle de tel ou tel gène sur la physiopathologie de la maladie, et également, de manière très importante, nous, chercheurs, en relation, ce que l'on est déjà chacun dans son pays avec son association sœur, nous ici avec Genespoir en France par exemple, et c'est le cas dans les autres pays également, ça permet de mettre l'ensemble des associations, donc des patients et des chercheurs, dans un même environnement pendant 48 heures, avec des échanges extrêmement importants, parce que d'une part, nous collectons, nous chercheurs et médecins, les attentes des patients et des associations, et par ailleurs, il y a toujours un moment d'échange et de transfert de l'information et des nouveautés dont on a pu discuter au cours des sessions scientifiques vers les associations et vers les patients, donc une information qui est extrêmement importante et je pense très attendue par les patients.